monde, voici une petite vidéo pour vous aider dans la correction ou dans l'exécution de certains numéros sur les différents types de forces. Donc, je vais commencer par tous les numéros concernant la force gravitationnelle. Je vais vous expliquer la logique derrière certains numéros. Évidemment, il y a des numéros qui sont plus simples que d'autres. Je vais probablement passer plus vite ceux qui sont plus simples. Donc, premier numéro, on vous demande de calculer la force gravitationnelle qui s'exerce en deux sphères de 2 kg, dont les centres sont distants de 2 mètres l'un de l'autre. Donc, dans cet énoncé-là, ce qu'on peut déceler comme donnée, c'est qu'on a la masse de deux objets et qu'on nous donne la distance entre ces deux objets. Ce qu'on cherche, c'est la force gravitationnelle. En utilisant la loi de la gravitation universelle, qui est la force gravitationnelle équivaut à une constante gravitationnelle qui a une valeur 6,67 fois 10 à la moins 11 newton mètre carré kilogramme carré fois la masse du premier objet fois la masse du deuxième objet divisé par la distance qui les sépare au carré. Donc c'est cette formule-là que j'ai utilisée ici. Fg est égal à M1, M2 sur R carré. On a toutes ces informations-là. Donc, on a le G, on a la masse du premier qui est 2 kg, on a la masse du deuxième qui est 2 kg, et on a la distance qui est de 2 mètres, qu'on met au carré. Les 2 fois 2 divisé par 2 divisé par 2, ça s'annule. Donc, qu'est-ce qui nous reste? 6,67 fois 10 à la moins 11 newton. Cette valeur représente la norme de la force gravitationnelle, donc la grandeur du vecteur. Nous, on veut le vecteur, donc il faut donner une norme et une orientation. La force gravitationnelle, évidemment, c'est vers le bas. Vous auriez pu aussi dire le vecteur force gravitationnelle égale 6,67 fois 10 à la moins 11 newton à 270 degrés. Donc 90, 180, 270, donc vers le bas. Deuxième numéro, sensiblement le même numéro, on vous demande de trouver la force gravitationnelle qui s'exerce sur une voiture dont la masse est de 1500 kg. Encore une fois, on peut réutiliser cette formule-là, la loi de la gravitation universelle, car on connaît le G majuscule, qui est 6,67 fois 10 à la moins 11 newton mètre carré, kilogramme carré. On a la masse du premier objet, 1500 kg, et la voiture, elle est attirée par la Terre. Donc, on peut utiliser la masse de la Terre qui équivaut à 5,98 fois 10 à la 24 kg. Évidemment, la masse de la Terre n'est pas présente dans le numéro en tant que tel, mais on l'obtient dans notre document avec les différentes constantes et formules. Donc, on peut réutiliser cette valeur-ci. Et la distance qui sépare la Terre de mon objet, de la voiture, en fait, ça représente le rayon de la Terre, qui est de 6,37 fois 10 à la 6 mètres au carré. Encore une fois, c'est une valeur qu'on a ici. Donc, le rayon de la Terre, qui est de 6,37 fois 10 à la 6 mètres. Donc, en remplaçant toutes les variables, on obtient la norme de la force gravitationnelle qui équivaut à 14 774,81 newton. Encore une fois, on ne veut pas la norme, on veut la force gravitationnelle. Donc, on veut un vecteur. Donc, il nous faut la norme et aussi une orientation. Donc, encore une fois, la force gravitationnelle, c'est vers le bas. Ou vous auriez pu dire à 270 degrés. C'est la même chose. Une deuxième façon de voir un numéro lorsqu'on parle d'attraction entre la Terre et un objet, on peut utiliser simplement la formule F est égal à mg. G représente l'accélération gravitationnelle qui est connue, 9,81 mètres par seconde carré. Encore une fois, on retrouve le G ici de la Terre. Le G de la Terre, qu'est-ce que ça représente? C'est l'attirance entre un objet et la Terre.
Donc, si le G, le 9,81, qu'est-ce qu'il représente? Il représente ce chiffre-là, le G majuscule, fois la masse de la Terre, qui est de 5,98 fois 10 à la 24, divisé par le rayon de la Terre au carré. Donc, si on fait ça fois ça, divisé par ça, on obtient 9,81. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le M, qui est de 1500 kg, fois G. Ce qui nous donne sensiblement la même réponse. Évidemment, on remarque ici, le chiffre n'est pas exactement le même. C'est pas grave, ça reste la même réponse. Pourquoi? C'est parce que le 9,81, ça reste une approximation de la multiplication et la division de trois chiffres. Donc, ce chiffre-là est plus précis, mais ce chiffre-là est quand même valable. Je comprends que vous comprenez comment exécuter le problème. Donc, encore une fois, on ne veut pas la norme, mais on veut le vecteur. Donc, le vecteur force gravitationnelle, c'est 14 715 newtons vers le bas, ou à 270 degrés. Le numéro 3, on vous demande de trouver la masse d'une personne dont le poids est de 1000 newtons. Le poids, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la force gravitationnelle. C'est l'attraction entre ma masse et la Terre. Donc, si moi, j'ai un poids de 150 newtons, ça veut tout simplement dire que ma force gravitationnelle est de 150 newtons. Donc, ici, FG est égal à mg. On vous donne le FG, on vous demande de trouver m, et on connaît l'accélération gravitationnelle sur la Terre. Donc, en isolant m, 1000 divisé par 9,81 mètres par seconde carré, ce qui nous donne 101,94 kg. Vous auriez pu aussi utiliser la grosse formule en utilisant la loi de la gravitation universelle. On connaît Fg, on connaît G, on connaît M2 qui est la masse de la Terre et on connaît le rayon de la Terre. Donc on parle de l'attirance entre deux objets. L'objet 1, c'est l'objet dont la masse est inconnue et l'objet 2, c'est la Terre. Donc en isolant M1, c'est-à-dire 1000 fois 6,37 fois 10 à la 6 au carré, divisé par ces chiffres-là, sauf le M1 évidemment, on obtient 101,73 kg. Encore une fois, c'est pratiquement le même chiffre. Pourquoi c'est pas la même chose? Mais tout simplement parce que le 9,81, c'est une approximation. Donc, dans le numéro 4, encore une fois, sur la force gravitationnelle, on vous demande de trouver Fg, exercé par la Terre sur un être humain de 75 kg. Donc, puisque on parle d'attirance entre deux objets, un être humain et la Terre, on peut simplement utiliser le 75 kg et le multiplier par l'accélération gravitationnelle, ce qui va nous donner 735 newtons vers le bas. Si on utilise la grande formule, c'est-à-dire la loi universelle, ça va nous donner sensiblement la même réponse. On cherche l'attraction entre deux objets, donc objet 1, l'être humain de 75 kg, l'objet 2, la Terre, et la distance entre les deux, c'est-à-dire le rayon de la Terre au carré. Donc, si on fait ça fois ça fois ça divisé par ça au carré, on obtient 737,24 newtons. Encore une fois, la force gravitationnelle, c'est un vecteur, donc on veut une norme et une orientation. Pour le numéro 5, qui est un numéro assez difficile, mais simple lorsqu'on comprend la logique derrière ça. Donc, on vous donne l'accélération gravitationnelle à la surface de Vénus, ce qui équivaut à 8,87 newtons par kilogramme. Et aussi, on vous donne le rayon de la planète, qui équivaut à 6,5 fois 10 à la 6 mètres. On vous demande quelle est la masse de Vénus. Première des choses, on remarque ici que l'accélération gravitationnelle, c'est 8,87 newtons par kilogramme. Nous, on est habitué de voir mètres par seconde carré. Donc, dans notre feuille de formule, on a le G de la Terre, c'est des mètres par seconde carré. Le G de la Lune, c'est des mètres par seconde carré.
Mais pourtant, ici, on a des newtons par kilogramme. Qu'est-ce qui est important de remarquer ici, c'est que des newtons par kilogramme, c'est la même chose que des mètres par seconde carré. Si on remplace le newton par les unités de mesure qui le composent, pour former un newton, c'est 1 kg mètre par seconde carré. Donc, si on fait kilogramme divisé par kilogramme, ça s'annule, il nous reste des mètres par seconde carré. Donc, ça veut dire la même chose. De plus, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que l'accélération gravitationnelle va vous donner une force, peut vous donner la force gravitationnelle. Donc, l'attirance entre Vénus et une masse. Supposons qu'on a un objet qui pèse 1 kg. Est-ce qu'il est possible, en connaissant l'accélération gravitationnelle, de savoir que vaut la force gravitationnelle de cet objet? Évidemment, oui, avec la formule F est égal à mg. Si on a un objet pesant 1 kg, ayant une masse de 1 kg, il est possible de trouver à quelle force l'objet de 1 kg est attiré vers Vénus. Et cette force équivaut à 8,87 newtons. Donc on remarque ici que kilogramme et kilogramme, ça s'annule, il nous reste des newtons. En sachant ça, en sachant qu'un objet de 1 kg est attiré vers Vénus avec cette force-là, on peut aussi trouver la masse de Vénus. Parce que si la force gravitationnelle entre ces deux objets vaut 8,87, on peut isoler la masse de Vénus. On sait que le premier objet vaut 1 kg, on connaît G, et dans le numéro, on vous donne le rayon de Vénus. Donc, en isolant la masse de Vénus, par simple calcul, le 8,87 fois 6,05 fois 10 à la 6, tout ça au carré, divisé par le G, qui est la constante gravitationnelle, ce qui nous donne la masse de Vénus. Ici, j'ai supposé 1 kg. Vous auriez pu prendre n'importe quel autre objet. Par exemple, j'ai un contenant de jus qui pèse 2 kg, mais vous auriez obtenu une force gravitationnelle plus grande. Vous auriez simplement réutilisé ce chiffre-là ici, mais à la place d'avoir 1 kg ici, vous auriez utilisé votre masse de votre jus, donc 2 kg, ce qui vous aurait donné exactement la même chose. Vous auriez pu aussi prendre la masse d'une voiture, par exemple. L'attirance entre une voiture de 1500 kg et Vénus vaudrait un encore plus gros chiffre. Vous pourriez prendre ce plus gros chiffre-là, le remplacer ici, et mettre 1500 kg là. Ça revient tout au même, ça va toujours vous donner la masse de Vénus. Donc, pour trouver la masse d'un objet, lorsqu'on vous donne l'accélération gravitationnelle de l'astre et le rayon, il suffit de poser une masse, un chiffre, ce qui va vous donner une force. Donc, c'est un numéro qui se fait en deux étapes. Première étape, on trouve la force gravitationnelle, et ensuite, on trouve l'inconnu qui nous manque. Le numéro 6, qui est le dernier numéro sur la force gravitationnelle, c'est un numéro sur lequel on veut vous montrer, on veut s'assurer que vous compreniez la différence entre masse et poids. Donc, sachant que 1 ml d'eau a une masse de 1 g, quelles sont les valeurs de la masse et du poids d'une bouteille d'eau de 675 ml sur la Terre et sur la Lune? On vous mentionne que l'on considère la masse du contenant comme négligeable. Donc, le contenant qui contient l'eau n'a pas de masse. Donc, sur la Terre, si 1 ml vaut 1 g, on s'entend pour dire que 675 ml, c'est 675 g. Donc, dans la formule, par contre, l'important, c'est de toujours convertir notre unité de masse en kilogrammes, ce qui nous donne 0,675 kg. Ça, c'est la masse. La masse de l'objet va être de 0,675 kg. Le poids, comme je vous ai mentionné précédemment, c'est un synonyme de la force gravitationnelle. Donc, lorsqu'on vous demande le poids, on vous demande la force gravitationnelle. Pour trouver ça,
on utilise mg, donc 0,675 kg fois 9,81, ce qui nous donne 6,62 newtons. Encore une fois, la force gravitationnelle, c'est un vecteur. Donc, on doit y donner une orientation en plus de la norme. Sur la Lune, la masse de l'objet, c'est la même. Si on avait un objet sur Vénus, la masse de l'objet reste la même. L'objet ne se transforme pas. Il n'est pas divisé par deux, il n'est pas plus gros, il n'est pas plus petit, il ne perd pas certaines parties de lui-même. Donc, la masse ne change pas. Ce qui va changer, c'est que l'objet va être attiré par l'astre de façon différente. Sur la Lune, l'accélération gravitationnelle est beaucoup moindre. C'est pour ça que lorsque on voit les vidéos d'astronautes qui marchent sur la Lune, ils sont en apesanteur. Ça prend plus de temps à lever et ça prend plus de temps à retomber sur la Lune. Donc, pour trouver ce que vaut le poids de mon objet sur la Lune, il suffit de multiplier sa masse fois l'accélération gravitationnelle de la Lune, ce qui donne 1,09 newton. Donc, on peut remarquer que le poids est différent, mais que la masse est la même. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, la différence entre masse et poids. La masse, c'est en kilogrammes, et le poids, c'est une force qui est mesurée en newton. Bon, maintenant, on va embarquer dans les numéros sur la normale. La normale, gardez en tête que c'est une force de réaction. Donc, sur un plan droit, par exemple une table, si mon objet a une masse, elle a un poids. Okay? Mon objet a un poids. Ce poids-là va être représenté par la force gravitationnelle. Si je dépose un objet sur une table, l'objet ne passe pas au travers de la table. Pourquoi? Parce que la table, elle, va exercer une force normale équivalente au poids. Donc, la somme des forces en grec va être nulle. La grandeur de la force vers le bas va être égale à la grandeur de la force vers le haut. Donc, s'il y avait une force plus grande que l'autre, l'objet se déplacerait soit vers le haut, soit vers le bas. Évidemment, on sait que si on dépose un objet sur une table, il est immobile. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de force en haut que vers le bas. Tout ça pour dire que la force normale, ça va être la même chose que la force gravitationnelle. La seule chose qui va changer, c'est qu'elles vont être d'orientation différente. Donc, le vecteur normal va avoir la même norme que le vecteur force gravitationnelle, mais au lieu d'être vers le bas, elle va être vers le haut. Donc, pour trouver la normale, il suffit de faire la masse fois l'accélération gravitationnelle, ce qui vous donne 127,53, ce qui est la même norme, la même grandeur que la force gravitationnelle, sauf avec une orientation différente. Bon. Au numéro 2, on vous demande dans quelle direction la force normale s'exerce-t-elle sur un corps en contact avec un autre. Donc, évidemment, la force normale va être perpendiculaire à un autre corps, okay? Mais dans le sens opposé. Si on a ici deux objets placés un par-dessus l'autre sur un plan droit, évidemment, la force normale ici va être vers le haut. C'est ce qu'on a expliqué. Pourquoi l'objet est immobile? Mais c'est parce qu'il y a une force gravitationnelle vers le bas et une force normale vers le haut. Même chose qui se passe ici, entre ces deux objets-là. L'objet mauve a une masse, a un poids, donc une force gravitationnelle vers le bas. Et pourquoi l'objet mauve ne s'envole pas ou s'enfonce pas dans l'objet bleu? C'est parce que le haut de l'objet bleu va exercer une force normale équivalente au poids de l'objet. Si on place ces deux mêmes objets sur un plan incliné, la force gravitationnelle va être vers le bas. Les deux objets vont avoir une force gravitationnelle vers le bas. Par contre, les forces normales, c'est une force de réaction du sol. Donc le sol, lui, est en angle. Donc, la force normale va être en angle, va être perpendiculaire au sol.
et elle n'est pas droite, elle n'est pas vers le haut. Donc on peut toujours dire que la force gravitationnelle c'est vers le bas, mais pas pour la normale. La normale, prenez plutôt la définition perpendiculaire à l'autre corps. Comme ça va ça va être exact dans tous les scénarios. Le troisième numéro, c'est la force normale. On verse un volume de 950 ml d'eau dans un vase posé sur une table de salon. Okay? Donc une table, c'est à l'horizontale. Elle n'est pas en angle, c'est une table de salon. Quelle est la force normale exercée par le fond du récipient qu'il contient? On donne la masse volumique de l'eau, donc ρ, qui est un signe qui ressemble à un P. Ça, c'est le ρ, c'est le symbole de la masse volumique. On dit que ça vaut 1 kg par millilitre. Donc, 1 millilitre, c'est 1 gramme. Si on a un récipient ayant un volume de 950 ml, ça l'équivaut à dire qu'elle a une masse de 950 grammes. Et faites attention, l'unité de mesure dans la formule de la force gravitationnelle, le M, c'est donné en kilogrammes. Donc, toujours s'assurer de donner une masse en kilogrammes. Encore une fois, mon vase contenant de l'eau est situé sur la table. Il ne renfonce pas au travers de la table. Et non plus ne s'envole pas. Il reste immobile. Donc, la force gravitationnelle va être égale à la force normale. Donc, la grandeur de chacun des vecteurs va être de la même grandeur, le même chiffre. Donc, la normale, ça va être la masse de mon vase fois l'accélération gravitationnelle, ce qui nous donne 932 newtons. Évidemment, la normale, elle va être perpendiculaire au sol, donc à 90 degrés, ou vers le haut. Donc ici, on vous demande de représenter graphiquement les forces gravitationnelles et normales qui s'appliquent sur le bloc. Donc juste deux forces. On va voir un petit peu plus loin qu'il existe en fait trois forces actuellement sur le bloc. C'est pour ça qu'il est immobile. Mais nous, ici, on vous demande seulement d'identifier la force gravitationnelle et la force normale. Donc, la force gravitationnelle, l'objet, lui, est attiré par la Terre qui est située sous lui. Donc, la force gravitationnelle va être vers le bas. La normale, elle, va être perpendiculaire à mon plan incliné, donc va être dans cette direction-là. Évidemment, on ne vous donne pas d'angle ici, donc on ne peut pas savoir combien vaut cet angle-là. La seule chose qu'on sait, c'est que la normale n'est pas sur l'axe des Y. S'il y avait un chiffre, un angle ici, par exemple de 20 degrés, ça veut tout simplement dire que cet angle-là vaut 20 degrés. S'il y avait un angle de 45 degrés, ben, l'angle entre mon axe des Y et ma normale vaudrait 45 degrés. Donc, on va embarquer dans la troisième de quatre forces, c'est-à-dire la force de frottement. Premier numéro, on veut simplement s'assurer que vous soyez capable d'expliquer la différence entre le frottement statique et le frottement cinétique. La force de frottement statique, c'est une force qui empêche le glissement. Donc, si je pousse un frigidaire, qui est un objet ayant quand même un poids assez grand, si je le pousse avec une petite force, une force de 15 newtons, l'objet ne bougera pas. Pourquoi? Parce que le bas de mon frigidaire va être en contact avec le sol et va être capable de donner une force de 15 newtons, mais dans le sens opposé. Donc, si je pousse 15 newtons vers la droite, il va y avoir une force de 15 newtons vers la gauche. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le frottement statique. Si je pousse plus, la force de frottement statique va augmenter. Donc, la force de frottement statique n'est pas constante. Ça va être une force de réaction. Plus je pousse, plus la force de frottement va être grande. Par contre, rendu à un certain point, rendu à une certaine force, l'objet va commencer à bouger. Une fois que l'objet bouge, ça semble plus facile de le faire bouger. Ça, c'est parce que la force de frottement cinétique, elle,
elle est plus petite et elle est constante. Pourquoi? C'est parce que les particules du fond de mon frigidaire, lorsqu'il est en mouvement sur le sol, n'ont pas le temps de s'agripper, d'adhérer comme il faut au sol. Contrairement à lorsqu'il est immobile, où toutes les particules du bas de mon frigo sont en mesure d'adhérer comme il faut avec les particules du sol. Donc, la force de frottement statique, c'est une force qui empêche, donc c'est impossible de bouger mon objet, tandis que la force de frottement cinétique, elle, c'est une force qui nuit au mouvement. Évidemment, si je pousse mon frigidaire, par exemple, avec 100 newtons vers la droite, bien, la force de frottement, elle, va rester dans le sens contraire, donc vers la gauche. Ce n'est pas une force qui aide à mon mouvement. Ça me rend pas, ça me facilite pas la tâche. Ça me nuit. Donc, c'est une force qui nuit au glissement. Bon, de quel facteur dépend le frottement? La force de frottement va dépendre de la force normale, donc le poids de l'objet. Plus un objet est lourd, plus il est difficile à le bouger. Et aussi du coefficient de frottement du sol. Si je pousse mon frigidaire sur de la glace, évidemment, il va glisser plus. Ça va être plus facile. La force à appliquer va devoir être moins grande que si je pousse mon frigidaire sur du gravier. Pourquoi? Bien parce que le gravier possède un coefficient de frottement plus élevé. Bon. On va passer à la question 3 qui va commencer à nécessiter certains calculs. On dit une pierre de curling glisse sur la glace. Donc, juste avec cette information-là, si la pierre glisse, on sait qu'on va parler de cinétique. Cinétique, mouvement. À une vitesse constante, à 0 degré. Donc, le 0 degré, ce que ça veut dire, c'est que le mouvement de la pierre est vers la droite, dans le sens de l'axe des X. Si la masse de la pierre est de 19,96 kg et que la force de frottement cinétique, donc on l'a en plus ici, mais si vous ne l'aviez pas eu dans le problème, vous auriez pu le deviner parce que la pierre glisse. Donc la force de frottement cinétique est de 0,392 newtons. Quelle est la valeur du coefficient de frottement cinétique? Dans ce numéro, on cherche ça, on a ça, et ça, on ne l'a pas. Ça, c'est la force normale. Comme dans les numéros précédents, ma pierre de curling, elle, a une masse. Donc, elle a un poids. Elle est attirée par la Terre. La force normale, c'est la même chose que la force gravitationnelle. Donc, c'est la même chose que M fois G. Donc, on peut écrire la force de frottement cinétique est égale à μc, qui est le coefficient de frottement, donc notre inconnu, fois la masse, fois le G. Si on isole ce qu'on cherche, on obtient force de frottement cinétique divisé par notre normale, donc notre mg. Sont là, la masse, on l'a ici, et notre g, on l'a, qui est 9,81 mètres par seconde carré, qu'on a dans notre feuille de formule. En ayant tous les chiffres, si on fait 0,392 divisé par 19,96 divisé par 9,81, ce qui va nous donner 0,002. Le coefficient de frottement n'a pas d'unité. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on a une force ici, qui est mesurée en newton, et ici, on a la normale, qui est aussi une force, et qui est aussi mesurée en newton. Donc, newton, newton, de chaque barre, ça s'annule, il ne nous reste plus rien. C'est pour ça que le coefficient, c'est simplement un chiffre. Ça n'a pas d'unité de mesure. Numéro 4 maintenant, on fait glisser un objet de 11,5 kg sur un plancher horizontal vers l'ouest. Donc, mon objet est en mouvement, on parle de cinétique, et il bouge vers l'ouest, donc vers la gauche, vers les X négatifs.
Quelle est la force de frottement cinétique? Donc, on vous demande de chercher ça ici. Si le coefficient de frottement est de 0,38. Donc, on cherche ça, on a ça, et ça, encore une fois, on ne l'a pas, la force normale. Mais, comme dans presque tous les numéros, la force normale va être égale à mg. En fait, la force normale va toujours être égale à mg sur un plancher horizontal. Le seul moment où que la force normale va être plus petite que mg, c'est lorsque on va avoir un objet sur un plan incliné. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. Donc, quand que c'est à l'horizontale, la normale, c'est égal à mg. On a μc, on a m, on a g. Il suffit de faire la multiplication de ces trois chiffres, ce qui nous donne 42,87 newtons. Ça, c'est la norme de la force de frappement. Nous, on veut le vecteur, donc on veut la norme, qui est le chiffre qu'on a calculé avec la calculatrice, et une orientation. Si mon objet bouge vers l'ouest, mais la force de frottement, gardez en tête que c'est une force qui nuit au mouvement. Donc, elle ne peut pas être dans le même sens. Elle doit être à l'opposé. Donc, si le mouvement est vers l'ouest, la force de frottement, elle, est vers l'est ou à 0 degré. C'est la même chose. Numéro 5. Quelle est la force de frottement qui s'exerce lorsqu'une voiture de 1500 kg dérape sur une route en asphalte mouillé à 45 degrés, sachant que le coefficient de frottement équivaut à 0,5. On parle de coefficient de frottement cinétique, on parle de voiture qui dérape, donc on est dans une situation où l'objet est en mouvement. Et on dit qu'il est en mouvement à 45 degrés. Donc c'est comme dire qu'on avait un vecteur qui part d'ici et qui s'en va comme ça, à 45 degrés. Ça, c'est ce qu'on cherche. Ça, on l'a. Et ça, on ne l'a pas encore. Mais comme dans tous les numéros qui se passent à l'horizontale, la normale va être égale à mg. Donc, si on fait le μc, qui vaut 0,5, c'est donné dans l'énoncé, fois la masse de 1500 kg, qui est donné dans l'énoncé, fois le 9,81, qui est le G de la Terre. Évidemment, l'objet est sur la Terre. Là. Les voitures se trouvent juste sur la Terre. C'est pas sur Vénus, c'est pas sur la Lune ou tout autre astre. On garde le 9,81. On obtient 7357,5 newtons, ce qui représente la norme. Nous, on veut le vecteur, donc la norme, et une orientation. Comment on fait pour trouver le 225 degrés? C'est si mon objet se déplace à 45 degrés, c'est-à-dire vers le nord-est, la force de frottement est une force qui nuit, donc doit être dans le sens opposé. Donc, au lieu d'aller dans le premier cadran du plan cartésien, elle va aller dans le deuxième. Donc, à 45 degrés, passer le 180. Ce qui nous donne 225 degrés. OK. Numéro assez difficile, facilement mélangeable. Ce que je vous suggère, lorsque vous avez un numéro sur un plan incliné, c'est de représenter l'axe des X comme étant la surface du plan incliné. Donc, on a un bloc de 20 kg qui est immobile sur une surface horizontale. Donc, immobile, on parle de force de frottement statique et non cinétique. On soulève lentement une extrémité jusqu'à atteindre un angle de 30 degrés, angle auquel le bloc commence à glisser. Représentez graphiquement la situation. Ensuite, calculez le coefficient de frottement statique entre le bloc et la surface. Donc, première des choses, commencez par représenter graphiquement les forces qui sont en ligne de compte. Si on place
si on place l'axe des X sur la surface de mon plan incliné qui est à 30 degrés, ça représente en fait une force normale qui irait sur l'axe des Y négatifs. Évidemment, si l'objet, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut descendre vers le bas de mon plan incliné. Donc, il veut descendre vers mon axe des X. Pourquoi qu'il est immobile? C'est parce qu'il y a une force de frottement qui va s'opposer à son glissement. Donc, une force de frottement statique vers la gauche. La force gravitationnelle, elle, va se trouver ici, dans ce cadran-là. Donc, il y a une partie de ma force gravitationnelle, ici, qui va s'opposer au mouvement, qui va être dans les X positifs. Donc, si on additionne cette partie-là de ma force gravitationnelle, ça va être la même chose que ça. Pourquoi mon objet ne s'enfonce pas dans le plan incliné? C'est parce qu'il y a une force vers le haut, qui équivaut à la normale, et il y a une partie de ma force gravitationnelle, donc qui est ma composante en Y de ma force gravitationnelle. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver le coefficient de frottement statique. Mais, qu'est-ce qu'on a dans notre problème? On a seulement la masse et l'angle d'inclinaison. Donc, on sait simplement que ça vaut 30 degrés. Si mon objet est immobile, ça veut dire qu'il y a autant de force à gauche qu'à droite. Quelles sont mes forces à gauche? Bien, il y a ma force de frottement statique qui équivaut à μs fois n. μs étant ce qu'on cherche. Fait que déjà, on a notre inconnu qui apparaît. Et la normale. La normale, elle représente quoi? Elle représente l'accélération gravitationnelle. Donc, elle représente m fois g. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à droite? À droite, quelle force qu'on a? On a seulement une force, et c'est la composante en X de ma force gravitationnelle. Donc, cette partie-là ici. Ça représente quoi? La composante en X. Mais en fait, en sachant que notre plan incliné est de 30 degrés, ça veut juste dire que cet angle-là vaut 30 degrés. Donc, si on prend notre triangle rectangle qui est ici, 1, 2, 3, donc je le refais, 1, 2, 3, nous, on veut le côté opposé à l'angle et on connaît l'hypoténuse. L'hypoténuse qui représente m fois g. Donc, pour trouver le côté opposé à mon angle, qui est ici, on va faire mg sin de θ. Donc, sin de l'angle. Donc, c'est ça que j'ai marqué ici. La composante en x va être mg sin θ, sin de 30. On remarque qu'on a un mg de chaque côté. Donc, les mg s'annulent. Ce qui nous reste, qu'on a mu s sin de θ ou sin de 30, qui nous donne 0,5. Évidemment, vous auriez pu faire cos θ. Pourquoi? Parce que si on prend ce triangle-là maintenant, okay, à la place, je vais le faire 2 fois, ce triangle-là. Donc, l'hypoténuse, la composante en Y et la composante en X. On s'entend pour dire que ce côté-là et ce côté-là valent la même chose. Mais cet angle-là vaut combien? Si celui-là vaut 30, mais celui-là vaut 60. Donc, sachant que l'angle de mon triangle rectangle vaut 30, qu'on connaît notre hypoténuse, mg, mais qu'on cherche le côté adjacent, donc à l'aide des lois de cos et sin, on pourrait faire mg cos de θ.
Mais θ ne valant pas 30 degrés, mais valant 60 degrés. Sin de 30 et cos de 60, ça vaut 0,5. Donc c'est la même chose. Ça dépend juste de quel triangle vous utilisez. Vous pouvez utiliser ce triangle-là, avec un angle de 30 degrés ici, ou prendre ce triangle-là, mais avec un angle ici de 60 degrés. Est-ce que ça va pour ça? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce qui est important vraiment, c'est de représenter notre plan incliné. Si on a un plan incliné un peu comme dans ce numéro-là, ici, l'angle entre ça et ça, c'est toujours l'angle entre notre axe des Y et notre vecteur. Donc ici, on aurait cet angle-là. Si on tourne notre graphique, si on le pivote dans le sens du plan incliné, on obtient plutôt un graphique comme celui-là qu'on a en bas. Donc, encore une fois, l'angle du vecteur, l'angle du plan incliné va représenter l'angle entre mon vecteur et l'axe des Y, comme ça ici.